Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 3e et dernier épisode concernant le thème de la dépendance affective. Donc pour rappel, dans le premier, j'ai expliqué comment comprendre ce que la dépendance, d'où elle vient, son origine. J'ai expliqué aussi un petit peu quelques comportements typiques. Dans le second, je t'ai expliqué un petit peu plus profondément les comportements typiques et également quelle était la première étape la plus importante pour commencer le chemin de la transformation, qui est donc la prise de conscience. Dans ce dernier épisode, je vais te donner certaines clés et surtout des pistes concrètes pour commencer à te libérer de ta dépendance affective et amorcer un chemin de transformation. Donc je vais t'expliquer plus en profondeur comment prendre conscience de tes schémas, comprendre tes émotions et éviter certaines erreurs. Et j'ai envie de te poser juste une petite note, une petite question en ce début de podcast. Et si tu pouvais enfin vivre une relation où tu te sens libre et aimé à la fois? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai nommé mon programme Libre d'aimer. Bref, ça, tu l'auras de toute façon en fin de programme, en fin de podcast. Et j'en parle également de toute façon dans le jingle qui arrive en milieu de podcast. Donc, pour commencer d'abord, on passe par la prise de conscience, donc l'observation des schémas. Le but, c'est de commencer à prendre conscience de tes comportements automatiques. Et cette première étape, c'est la plus importante pour commencer à te libérer de ta dépendance affective. Ça nécessite tout de même un petit processus de réflexion sur tes habitudes émotionnelles, tes comportements, etc. Qui souvent en fait se déclenchent sans que tu en aies pleinement conscience. Donc je vais te détailler tout simplement ces étapes et que ça pourra te permettre tout simplement de commencer à identifier. Donc pour identifier tes comportements automatiques, c'est important que tu mettes des mots et de la conscience sur tes habitudes inconscientes. Faut pas oublier que beaucoup de nos réactions émotionnelles et comportementales sont pleinement automatiques. C'est ton subconscient qui est complètement en pilote automatique et qui gère tout seul. C'est souvent du coup des systèmes qui sont enracinés dans des mécanismes de défense ou des modèles que tu as appris pendant ton enfance. C'est pour ça qu'on parlera toujours de l'enfant intérieur. De celui qui a créé tout simplement les schémas dans lesquels tu es emprisonné aujourd'hui. En fait, ces comportements-là, c'est des réponses instinctives aux situations qui font surgir tes peurs et tes insécurités, tout simplement. Par exemple, si tu as grandi dans un environnement où l'attention et l'affection étaient rares, tu pourrais avoir justement tendance à rechercher constamment la validation extérieure, la validation des autres, de manière excessive. Et ce besoin peut se manifester par des gestes ou des paroles, comme chercher l'approbation de ton partenaire ou ton ami, avoir besoin d'un câlin pour se sentir sécurisé, etc. Dans la dépendance affective, ces schémas se répètent fréquemment dans tes relations sans que tu en aies conscience. Par exemple, si tu as pris l'habitude de t'accrocher à une personne pour éviter d'être seule, ça devient un comportement automatique qui se déclenche à chaque fois que tu te sens menacé par l'éloignement ou l'indifférence de l'autre. Donc pour identifier tout ça, c'est important que tu mettes de la conscience sur tes habitudes et tes automatismes dans tes relations émotionnelles. Comment je réagis quand je me sens abandonnée? Comment je réagis quand je me sens rejetée? Qu'est-ce qui me fait ressentir abandonnée? Qu'est-ce qui me fait me ressentir rejetée? Est-ce que j'ai un mouvement de panique? Est-ce que je me ressens du vide? Voilà, tout un tas de questions en fait qui vont t'aider à introspecter davantage pour comprendre et mettre des mots sur tes habitudes et tes automatismes. Ça demande un petit peu d'effort, mais je t'assure qu'une fois qu'on a mis la conscience dessus, c'est vachement facile de prendre du recul. En fait, quand tu as besoin de prendre du recul, si tu as du mal à conscientiser, pose-toi toujours en position de spectateur. Admettons, tu viens d'avoir une altercation avec ton copain, ta copine. Il a eu un comportement qui t'a fait te sentir abandonné ou rejeté. Ok, j'observe la situation.
je regarde moi et mon copain ou ma copine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a créé? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Pourquoi j'ai ressenti ça? Quelles émotions ça me fait ressentir? Et là, tu vas pouvoir commencer déjà à comprendre davantage. Tu peux aussi observer ça face à des déclencheurs émotionnels, donc des situations récurrentes. Une fois en fait que tu commences à observer ces schémas, ça devient beaucoup plus facile d'identifier des situations qui vont déclencher tes réactions émotionnelles. Ça peut être très spécifique, comme par exemple une remarque en particulier, un mot, un silence, ou peut-être juste une absence prolongée de l'autre. Par exemple, un simple message non répondu de la part de ton partenaire peut entraîner une réaction automatique d'anxiété ou de colère, sans même que tu aies pris le temps d'analyser ce qui vient de se passer, de vraiment en fait analyser réellement la situation. Donc c'est important que tu prennes conscience de ces moments précis pour te permettre d'interrompre le cycle et de commencer à réfléchir avant d'agir. C'est aussi de cette façon-là que tu peux apprendre à enfin te sécuriser, arriver à mieux comprendre ce qui se passe et à gérer tout seul et avoir cette forme d'autonomie émotionnelle. Sache bien que chacun de tes comportements automatiques est souvent accompagné d'une émotion spécifique. Je donne un exemple. La peur de l'abandon, de manière générale, ça va être colère, tristesse, insécurité. Un exemple basique. Et du coup, en observant ces schémas, tu peux repérer ces émotions et voir comment elles te conduisent à des comportements réactifs. Je vais te donner un autre exemple. Si tu as peur de l'abandon et que cette peur est déclenchée par une discussion, par exemple, qui va durer plus longtemps que prévu avec ton partenaire, et que ta réaction automatique pourrait être de chercher à rattraper la situation en appelant ou en envoyant des messages excessifs. Juste parce que « mais non, il faut que je fasse tout parce qu'il va partir, parce que si, parce que là, hop ». Peur, tristesse, éventuellement anxiété. Et du coup, insécurité. Donc, je viens de déclencher un de mes schémas de dépendance affective. Tes schémas récurrents, en fait, c'est vraiment une des clés pour observer et reconnaître qui se répètent de manière cyclique et comprendre qui viennent de ta dépendance. Parfois, ce schéma, je dirais même toujours, il devient visible que quand tu prends du recul dessus et que tu observes plusieurs événements similaires sur une même période donnée. C'est comme je dis, ça demande du travail. Et comme je dis très souvent, la connaissance de soi, le développement personnel, c'est simple, mais c'est pas facile. Mais par contre, c'est accessible à tout le monde. Donc, vraiment, je t'encourage à noter toutes ces petites choses-là, à faire attention, à prendre du recul, à observer. Parce que tes blessures émotionnelles non guéries vont déclencher ces schémas. Et observer ces schémas, ces répétitions, c'est vraiment essentiel pour comprendre d'où viennent ces comportements automatiques et comment ils nourrissent tes peurs non résolues. J'explique suffisamment dans l'épisode d'avant et le premier tous les comportements typiques par rapport à la dépendance affective. Donc, de par ces comportements, maintenant, observe comment toi, tu les vis dans ton quotidien, dans ta vie. C'est vraiment, 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 vraiment important. Mets sur pause, prends du recul, réfléchis à des situations que tu as déjà vécues, demande-toi. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Est-ce que c'est un comportement qui revient souvent? Et c'est aussi une façon pour toi de mettre le doigt sur tes croyances limitantes. De te dire, ok, je me rends compte que ça revient souvent, mais quelle est la croyance derrière? N'oublie pas que tes croyances, c'est souvent le fruit d'une enfance où il y a eu des traumatismes, des blessures, etc. Et qui peuvent inclure des choses comme « je ne mérite pas d'être aimé »,« je ne suis pas parfait », voilà. Donc, si tu crois absolument, par exemple, que tu dois être parfait pour plaire, pour être aimé, tu vas te retrouver à faire des sacrifices dans ta relation, à ignorer tes propres besoins, à te suradapter, etc. Ça, c'est aussi c'est une croyance limitante, donc ton schéma, ton émotion te permettent de mettre le doigt sur cette croyance limitante. Vraiment, j'insiste. L'importance de la conscience de toi
et de la prise de recul est vraiment importante. Parce que l'observation de tes schémas, c'est un acte de prise de pouvoir sur toi. Lorsque tu deviens consciente de tes comportements automatiques, tu peux commencer à les interrompre avant qu'ils prennent le dessus sur toi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de réaction émotionnelle. C'est faux. Même si tu en prends conscience, des fois, tu n'arriveras pas à le maîtriser. Et c'est ok, c'est normal. Mais par contre, tu auras le choix de la manière dont tu vas y répondre. Bien entendu, comme je dis, il n'y a jamais de perfection. Il y aura toujours des triggers. Donc, à toi juste de t'adapter. Et quand tu n'y arrives pas, de juste être dans la bienveillance. Ok, cette fois-ci, j'ai pas réussi. C'était trop dur, le stimuli était trop fort, j'ai pas réussi. Mais c'est ok, parce que j'en ai conscience. Et la prochaine fois, je répondrai différemment à ce stimuli. Je ferai en sorte d'être en sécurité émotionnelle. Je ferai en sorte de me sentir mieux. C'est vraiment important. Parce que, je vais le répéter tout le long de ce podcast, mais c'est réel, en observant tes schémas récurrents, tu prends conscience des mécanismes sous-jacents de ta dépendance affective. Et ça te permet de distinguer les moments où tu es réactive à tes émotions, ou à ceux où tu es simplement conditionné par des habitudes passées. Bien sûr, il faut faire la différence. Parfois, c'est pas toujours forcément de la dépendance affective. On peut être en colère contre quelque chose, être triste, être anxieux, etc. Et justement, l'observation des schémas te permettra de faire la différence entre est-ce que je réveille une émotion tout simplement qui est issue d'un schéma ou est-ce que c'est simplement une réaction classique dans ma vie de tous les jours. Donc, à ce moment-là, tu pourras commencer à déconstruire. Très clairement. Pour conclure un petit peu cette partie sur l'observation de tes schémas et du coup cette prise de conscience, n'oublie pas que c'est vraiment la première étape vers ta transformation. C'est en prenant conscience de tous ces schémas, de tes déclencheurs émotionnels, des croyances limitantes, que tu vas pouvoir commencer à te défaire du cycle de la dépendance affective. Tu reprends la maîtrise sur tes réactions et tu construis des relations plus équilibrées et tu deviens autonome émotionnellement. Et en parlant d'émotions, c'est aussi un facteur super important. Reconnaître et nommer tes émotions, surtout dans tes schémas, c'est vraiment super important. Parce que juste les identifier, ça va être la première étape pour comprendre tes émotions et les reconnaître quand elles surgissent. Bien sûr que ça peut être difficile. Voilà, disons-le, ça peut être difficile au début. Parce qu'on a tellement l'habitude dans ce monde, et surtout dans ce monde de nos jours, de réprimer, d'ignorer nos émotions, surtout quand elles sont perçues comme négatives. Dès qu'on ressent de la tristesse, de la colère, de la peur, non, on veut pas voir, allez, on met un voile, on zappe. Mais non, en fait, n'oublie pas que ce sont des indicateurs puissants. Comme je le dis parfois, tes émotions, c'est comme le clignotant de la voiture. Elles indiquent le chemin que tu prends ou que tu ne prends pas. Donc, mets de la conscience dessus et accepte que ces émotions, même si elles sont moins positives, c'est juste un indicateur pour t'aider à avancer. Par exemple, si t'es, anxieux à l'idée que ton partenaire ne t'ait pas envoyé de message ou ne t'ait pas répondu. La reconnaissance de ton émotion, c'est la première clé. Est-ce de l'anxiété? Est-ce de la peur? Est-ce de l'insécurité? Si par exemple c'est une forme d'anxiété, ça peut être tout simplement parce que dehors il y a une tempête, tu te dis que peut-être il ou elle craint pour sa vie, je suis anxieuse, c'est un comportement normal, une émotion qui n'est pas réveillée par un schéma. Tout comme la peur. Par contre, si tu te sens insécurisé ou que ça te ramène à toi, peut-être qu'en fait il est avec quelqu'un, peut-être qu'il me dit pas la vérité, peut-être qu'il veut plus de moi, là tu es en train de réveiller un schéma. C'est important en fait que une fois que tu identifies l'émotion, tu puisses lui donner un nom. Quand je dis un nom, c'est est-ce que c'est un schéma ou est-ce que ce n'en est pas un? Ça te permet aussi de les rendre moins intenses et beaucoup plus compréhensibles.
à prendre de la distance avec elle en évitant qu'elle prenne le contrôle sur toi. Dis-toi bien qu'une émotion dans ton corps, elle dure 3 secondes. Et c'est notre cerveau, notre mental, nos blessures, notre ego qui leur donne du coup une longévité beaucoup plus grande. Donc c'est que tu as une maîtrise, un pouvoir dessus. Maintenant, quand tu veux chercher à comprendre la cause de cette émotion, qu'elle soit évidente ou cachée, il faut comprendre pourquoi tu ressens cette émotion pour commencer à guérir. Par exemple, une émotion de colère peut être liée à un sentiment d'injustice ou de trahison, tandis que la tristesse, ça va plutôt être une perte, réelle ou perçue, ou beaucoup plus tirée vers l'abandon. Et ces déclencheurs-là, ces émotions-là, vont te permettre de comprendre tes schémas récurrents et d'apporter du coup une approche beaucoup plus réfléchie et réactive par rapport à ça. Maintenant, c'est bien, on les accueille, on les identifie, on les comprend, il faut aussi les accepter et les valider. Je sais que c'est pas toujours évident, comme j'ai dit, souvent on a l'habitude de réprimer les émotions dites négatives. Mais encore une fois, c'est juste un indicateur pour dire qu'il y a peut-être un schéma, qu'il y a peut-être une envie, un besoin, une limite qui n'a pas été respectée. C'est tout. Arrête de te juger ou de réprimer tes émotions. Ce ne sont pas des faiblesses. Chaque émotion, même la plus difficile, a sa place et peut être une source d'apprentissage. J'y tiens vraiment. Je te donne un exemple tout bête. Ressentir de la jalousie, c'est pas un signe de faiblesse, par exemple. C'est peut-être une indication qu'un besoin d'affection ou de sécurité n'est pas comblé. Et c'est souvent ça, d'ailleurs. Accepter ces émotions sans jugement te permet d'arrêter de les fuir ou de les ignorer. Ensuite, une fois que tu l'as accueillie sans la juger, que tu l'as acceptée, on va la valider. Ça veut dire que j'apporte de la conscience dessus et je reconnais qu'elles sont légitimes et naturelles. Même si une émotion peut paraître irrationnelle ou exagérée, elle est valable parce qu'elle est réelle en toi. Tu la ressens. Donc ne la rends pas illégitime, elle est en toi, elle est réelle. Et vraiment, j'insiste parce que l'acceptation de tes émotions, la validation de tes émotions, sans chercher à les modifier immédiatement, est essentielle pour l'autocompassion que tu vas avoir envers toi. Donc on va travailler aussi l'amour de soi, l'estime, la confiance, etc. Et n'oublie pas que tes émotions ne définissent pas qui tu es. Parce que parfois on a peur aussi de ça. Je sais que c'est une forme de jugement qu'on peut avoir. Le but, c'est de ne pas se laisser définir par elle. Comme j'ai dit, l'émotion est un signal, mais elle ne détermine pas tes actions, c'est toujours toi qui choisis. C'est pas parce que, par exemple, tu ressens de la colère que tu es légitime de réagir de manière agressive. Tu choisis de réagir à ton émotion. Tu choisis de réagir de manière agressive. Ce qui veut dire que tu as laissé l'émotion prendre le dessus. Ok, comme je t'ai dit, ça peut arriver. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même un comportement là-dessus qui va pouvoir t'aider davantage. Et une coureur, j'en fais des belles aujourd'hui. Une erreur courante qu'on fait souvent dans un schéma de dépendance affective, c'est qu'on va laisser les émotions dicter nos comportements de manière complètement compulsive. Par exemple, si tu te sens rejeté, tu pourrais te tenter de chercher la validation en bombardant ton partenaire de messages. Alors que si tu comprenais que l'émotion est temporaire et ne dicte pas nécessairement un comportement, ce sera une première étape déjà vers la guérison, vers la paix intérieure. Donc tu vois, il y a quand même plusieurs choses à prendre en compte, que ça passe par la prise de conscience, l'observation des schémas, la répétition, etc. Et la validation et la compréhension de tes émotions. Ça peut te permettre aussi d'observer l'impact des émotions dans tes relations. En fait, une fois que tu as pris conscience de tes émotions, c'est important d'observer comment elles vont affecter tes relations avec les autres. Parce que par exemple, ton insécurité peut faire partie, par rapport à ton partenaire, d'un stress dans la relation qui crée un déséquilibre.
Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir prendre de la distance. Observe tes émotions, écoute ce qu'elles ont à te dire. L'émotion, ce n'est pas toi. D'accord ? Je vais prendre un exemple, qui est pour le coup très parlant. Imagine un échiquier. Tu vois, tu as le petit carré, là, le petit tableau, on va dire, en noir et blanc, là, tout quadrillé. Tu as les joueurs noirs et les joueurs blancs. On va dire que les joueurs noirs, c'est tes émotions dites négatives. Et les joueurs blancs, enfin les joueurs ou les... je sais pas le mot, mais tu m'as compris. Ça va être tes émotions positives. Et en fait, tes émotions, elles vont se balader comme ça sur l'échiquier. Mais toi, tu es quoi dans tout ça ? Est-ce que tu es les pions, voilà, les pions blancs ou les pions noirs ? Absolument pas. Toi, tu es l'échiquier. Et où sont les pions ? Sur l'échiquier. Est-ce que les pions sont l'échiquier ? Est-ce que l'échiquier sont les pions ? Non. C'est juste un signal. Je sais pas si cette métaphore te permettra de mieux comprendre, mais apprends aussi à te distancer, à te détacher de l'émotion. Ça peut te permettre en fait de faire une pause avant d'agir, en fonction de tes émotions, pour permettre à la situation de se clarifier et tout simplement éviter éventuellement des réactions excessives ou que tu pourrais tout simplement regretter. Et je dirais surtout que, en apprenant à comprendre tes émotions, c'est de cette façon-là, en fait, que tu vas favoriser ta croissance personnelle et surtout dans le cas de la dépendance affective. Parce que souvent, ça peut être juste le reflet d'un manque de compréhension de toi, de tes besoins émotionnels. Et en apprenant à naviguer dans tes émotions, tu développes une plus grande autonomie émotionnelle. Et comme je le dis dans les 3 épisodes, l'autonomie émotionnelle est essentielle pour créer des relations équilibrées et saines. Et je dirais aussi que comprendre ses émotions, c'est aussi comprendre ce qui doit être guéri à l'intérieur de toi. Je répète, chaque émotion est un message. Elle t'indique ce qui a besoin d'attention. Si on prend l'exemple de la peur de l'abandon, ça peut signaler un besoin d'apprendre à se rassurer soi-même et à développer son indépendance émotionnelle. Donc je dirais qu'en résumé, comprendre ses émotions, c'est vraiment un processus de prise de conscience et d'acceptation. Ça permet non seulement de mieux te comprendre, mais aussi d'agir avec plus de conscience et moins de réactivité dans tes relations. Et ça fait partie des premiers pas vers une guérison émotionnelle qui vont te permettre de briser les cycles de dépendance affective et ouvrir la voie à une autonomie émotionnelle. Donc, après les premières étapes, on a capté la prise de conscience, l'identification des comportements automatiques, les déclencheurs émotionnels, la prise de conscience des schémas répétitifs, les croyances limitantes. Et maintenant, on a appris à capter l'importance de reconnaître et nommer tes émotions. Pourquoi ? À quoi ça te sert ? Et comment ça va t'aider dans ton cheminement, tout simplement. Une autre partie également, ça va être l'importance de reconnaître tes besoins. Et oui, parce que souvent, dans le cas d'une dépendance affective, qu'est-ce qu'on fait ? On bafoue nos limites, nos besoins, nos envies. On fait tout dans la suradaptation pour pas que l'autre se tire et du coup, on devient juste des ombres de nous-mêmes. N'oublie pas que tes besoins, et je dirais même les besoins fondamentaux, sont vraiment des éléments essentiels à ton bien-être personnel. Et ils vont influencer indirectement tes relations. Les besoins émotionnels, par exemple, je vais te donner plusieurs exemples, c'est la connexion, le soutien, l'amour et la sécurité émotionnelle. Par exemple, avoir un partenaire qui te soutient dans des moments difficiles ou qui peut t'écouter sans jugement. Ça, c'est un besoin naturel dans une relation saine. Mais attention, on ne cherche pas la sécurité émotionnelle de par l'autre. On a déjà une sécurité émotionnelle et l'autre, dans la relation, nous aide et on y met aussi du nôtre. On apporte à deux une sécurité émotionnelle. Mais je dirais que c'est sûrement
une des choses les plus importantes en tout cas à identifier dans tes besoins à toi. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui, pour toi, si tu vivais la meilleure relation de ta vie, comment elle serait? C'est par exemple, ça peut inclure des besoins tels que du temps pour toi, des loisirs, ta carrière, tes passions, peu importe. C'est important d'abord de te poser la question. Qui suis-je moi quand je suis seule? De quoi ai-je besoin? De quoi ai-je envie? Quelles sont aussi mes limites? Si tu veux faire la distinction entre besoin et désir, rentre bien dans ta tête que les besoins, c'est des choses essentielles à notre équilibre. Tandis que les désirs, ça peut être des choses qui sont cool, mais qui ne sont pas forcément essentielles, tout simplement. Par exemple, comme je disais juste avant, avoir besoin de sentir que ton partenaire te soutient pendant des périodes difficiles, c'est un besoin légitime. Tandis que vouloir qu'il soit constamment disponible pour te répondre à chaque message, etc., ça peut être un désir. C'est pas forcément un besoin. Ça te permet un petit peu de distinguer, tu vois, et de t'aider à mieux évaluer ce qui est vraiment important pour toi dans une relation. Oui, j'ai besoin de quelqu'un quand je tombe. Quand je tombe, j'ai besoin que mon copain, ma copine soit présent, ce qui est normal. Par contre, je suis plus dans le désir de « Ah, j'aimerais qu'elle me réponde tous les jours. » Ok. Et là, tu peux aussi revenir à la partie où on parle des schémas et observer ça. Est-ce que là, je suis en dépendance ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait kiffer? Mais j'insiste, savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas est vraiment important. Parce qu'en étant clair sur tes besoins, tu peux mieux évaluer si une relation t'apporte ce dont tu as besoin ou non pour te sentir épanoui. C'est ce qui va aussi te permettre de t'aider à poser des limites saines et surtout de les respecter. Et de ne pas t'oublier au travers de l'autre, juste pour être aimé. N'oublie pas aussi, par rapport à cette identification de tes besoins, que il n'y a pas à avoir d'attente irréaliste non plus. N'oublie pas que personne ne peut combler tous tes besoins tout le temps. Tu dois être capable de satisfaire tes propres besoins par toi-même. Bien sûr que l'autre peut apporter aussi sa patte. Mais n'oublie pas que d'abord c'est toi, et que l'autre n'est pas là pour remplir ton vide, pour combler tous tes besoins. J'espère que c'est assez clair pour toi, tout ce que je raconte, parce que je sais que celui-là, il va être un petit peu plus long que les autres. Et on va pas mal détailler tout ça. Et j'espère que tu me suis toujours en tout cas, et que ça te permet d'y voir un petit peu plus clair. Si on parle des besoins, je dirais aussi que la connaissance de tes propres besoins a un impact sur tes choix relationnels. Si tu connais tes besoins, tes envies, tes limites, ça te permet d'éviter les relations toxiques. Oui, là, c'est un vrai truc ce que je suis en train de te dire. Lorsque tu es conscient de tes besoins, tu peux évaluer les relations d'une manière beaucoup plus profonde. Ça te permet de fuir celles qui ne sont pas alignées à toi, celles qui ne respectent pas tes besoins, ou qui te mettent éventuellement dans une situation de dépendance. Maintenant, ça te permet aussi de construire des relations qui sont beaucoup plus épanouissantes. Parce que du coup, en connaissant tes besoins, tu peux rechercher un partenaire qui respecte tes valeurs et contribue à ton bien-être. Ça te permet en fait d'établir une relation où chacun peut croître individuellement tout en soutenant l'autre. Tout en soutenant l'autre. Ah, ça fait 28 minutes que je parle, tu m'en voudras pas, je commence à bugger. Donc, tu vois, c'est sous-coté, on n'en parle pas assez. Mais se connaître avant d'être dans une relation, c'est aussi super important. Là, dans le cas de ta dépendance, c'est super important parce que du coup, tu peux faire aussi la différence entre tes vrais besoins et ce que te pousse à faire ta dépendance affective. J'insiste aussi, je remettrai une petite piqûre de rappel sur les croyances limitantes. Parfois, ces croyances, elles vont influencer la manière dont tu te perçois et dont tu exprimes tes besoins. Donc, du coup, ça va aussi t'aider à peut-être prendre conscience de certaines croyances limitantes ou éventuellement les déconstruire, parce que reconnaître tes besoins va t'aider dans cette dépendance affective, mais ça te permet aussi de différencier, comme je le disais, ce qui est essentiel à ton bien-être et ce qui révèle en fait des désirs irréalistes et qui peut-être vient nourrir des croyances limitantes. En étant clair sur ce que tu attends d'une relation, tu vas pouvoir commencer à établir des limites.
choisir des partenaires compatibles et créer des relations équilibrées et épanouissantes. Donc là, je suis en train de te donner des vraies clés. Donc clairement, j'espère que tu vas écouter tout ça. J'aimerais aussi te parler des erreurs à éviter pour sortir de la dépendance affective. Pour sortir de tout ça, ça nécessite de changer certains schémas de pensée, comme tu l'as compris jusqu'ici. En tout cas, il y a certaines erreurs courantes qui peuvent ralentir ou même t'empêcher ce processus de transformation. Donc je vais te parler des erreurs les plus fréquentes et tu vas pouvoir éviter d'entraver ton chemin de la guérison. Première erreur la plus courante, attendre que l'autre change. Je crois que c'est la plus fréquente. Dans les relations dépendantes, croire que l'autre va changer pour nous ou va répondre à nos besoins émotionnels, etc., ça peut te mettre dans des états pas possibles. Parce que tu peux te dire et être dans quelque chose de complètement irrationnel, de complètement irréaliste, c'est que tu vas être toujours dans l'espoir que ton partenaire devienne ce que tu attends. Et en plus de ça, tu vas te concentrer uniquement sur l'autre. Tu n'as pas de pouvoir sur les autres. Si l'autre ne veut pas changer, il ne changera pas parce que tu as envie qu'il change. Tu crées du coup une attente irréaliste. Tu te mets une pression, tu mets une pression sur la relation. Et c'est inutile. Si tu veux aider quelqu'un à changer, change toi. Et tu verras que ta propre énergie peut permettre à l'autre de suivre la tienne. Mais tu n'as pas de pouvoir sur les autres. Tu ne peux pas les changer. Même si tu as conscience qu'ils en ont besoin, tout ce que tu veux, l'autre changera seulement s'il en a envie. C'est une certitude. Et en plus de ça, comme je te disais, tu vas malheureusement beaucoup te concentrer sur l'autre. Et du coup, t'espères qu'il change, que les défauts ne soient plus des défauts, etc. Et que du coup, si tu fais ça, il va devenir tout ce que tu attends, etc. Mais la solution, en te concentrant sur l'autre, en attendant qu'il change, elle n'est pas là. La solution, elle est dans le changement de toi-même. Parce que du coup, cette erreur en tout cas, d'attendre que l'autre change, ça te maintient dans un état passif, où t'attends, en fait, par miracle, par guérison ou résolution des problèmes de l'autre, de prendre des actions concrètes pour transformer tes propres schémas. Mais non. Ça vient de l'intérieur. Ne l'oublie pas. L'extérieur ne fera pas changer l'intérieur. Ensuite, on va avoir aussi, je pense que du coup, si tu es concerné par la dépendance affective, tu vas fortement te reconnaître dans ça, la critique incessante. Ça, je pense que c'est une des plus grandes erreurs aussi. Se livrer à une autocritique constante. Bien sûr que c'est toujours exacerbé par tes blessures émotionnelles de l'enfance. Mais je crois que c'est la pire chose que tu puisses faire pour t'aider à avancer sur le chemin. Ça passe par le manque de compassion pour toi, la tendance à minimiser tes besoins, tes émotions, et également qui tu es et tes valeurs. Je sais que beaucoup de personnes, et je l'ai été également, beaucoup de personnes en situation de dépendance affective se blâment pour leurs émotions, leur comportement, etc. On se sent faible, on se sent pas assez, et machin. Tu fais que renforcer tes blessures et ton schéma, tout simplement. Et en te critiquant trop durement, en plus de ça, tu minimises toutes tes émotions. Tu te manques de respect. Et ça t'empêche, en fait, de te reconnecter pleinement à tes désirs, en fait. Et également à construire une relation saine avec toi-même et avec les autres. On est du coup dans un système d'auto-sabotage où tu ne parviens même pas à reconnaître ta propre valeur. Et du coup, tu ne sais pas poser tes limites. Tu vois, comme parfois, on ne se rend pas compte, mais des petits détails peuvent être l'ensemble d'un grand tout, en fait. Et être tout simplement quelque chose qui est vraiment pas bénéfique pour toi. Parce que du coup, ce côté de critique excessive peut aussi t'emmener à un autre point. Ignorer tes besoins émotionnels, comme je le disais juste avant. Je ne vais pas repartir dans le détail, j'en ai assez parlé, mais c'est un piège classique. Négliger tes propres besoins en te concentrant uniquement sur les besoins de l'autre.
Parce que tu penses qu'il faut le sauver, parce que tu penses que si, parce que si tu fais ça, tu vas être aimé. Tu t'effaces pour l'autre, tu me poses pas tes limites. Non. Non, ça, c'est pas la bonne solution. Ne mets pas tes désirs, tes émotions, tes besoins, tes envies de côté pour satisfaire l'autre en face. Une autre erreur courante. J'en ai déjà parlé un petit peu, en fait, je te fais juste des étapes un peu plus précises, mais une autre erreur, même très courante. Se concentrer uniquement sur l'amour extérieur pour combler ton vide intérieur. Tu sais, le fameux garrot dont je parle dans le premier épisode, où je dis que la dépendance affective, c'est une hémorragie interne. Et dès que tu rencontres quelqu'un, donc de l'extérieur, cette personne vient faire garrot. Dès que la personne s'en va, le garrot n'est plus là, l'hémorragie reprend. Donc tu es concentré sur l'amour extérieur pour combler ce vide intérieur, pour combler finalement cette hémorragie. C'est à toi d'apprendre à faire le garrot. Parce que du coup, tu vas être complètement dépendante à ta relation. Tu vas être dans une quête incessante de validation extérieure. Et si, et là. Et il faut que je sois bien, il faut que je sois heureuse, et si, et là. Si mon partenaire fait ci, si mon partenaire fait ça. Mais si cette validation, elle n'est pas là, eh ben t'es vide. Tu fais rien, t'attends. T'attends juste que l'autre te valide. Il y en a même qui pensent, dans des situations de dépendance affective, qu'elles ne peuvent pas exister ou s'épanouir si elles ne sont pas aimées par quelqu'un d'autre. Il y a ce putain de vide au fond de son cœur, au fond de soi. Parce qu'en fait, on est dévalorisé, parce qu'on est seul, parce qu'on se dévalorise nous-mêmes. Et on est là, en se disant, mais si je suis pas aimée, je ne peux pas être heureux ou heureuse. Alors que tu n'as pas besoin de l'autre pour être heureux ou heureuse. C'est comme si tu étais un gâteau et que l'autre était la cerise sur le gâteau. Et quand on est dépendant affectif, on cherche une autre partie du gâteau. Tu dois être le gâteau tout entier. Mais souvent, en situation de dépendance affective, on est un gâteau à moitié et on cherche l'autre moitié pour combler ce vide. Non, cherche ta cerise, pas la moitié du gâteau, très clairement. Donc concentre-toi sur l'intérieur et non sur l'extérieur. Il y a aussi un autre facteur qui revient très souvent, parce que, comme je disais, il n'y a pas seulement la peur de perdre, etc. Il y a aussi le fait de, dans des situations de dépendance, on contrôle tout pour ne pas perdre. Et du coup, on devient hyper contrôlant. On cherche à contrôler l'autre, ou même la relation. Et crois-moi, c'est des comportements méga toxiques. Tu peux essayer, dans ces cas-là, souvent de manipuler les émotions de l'autre pour te sentir rassuré. Par exemple, en exigeant tout le temps, ne serait-ce que des preuves d'amour de l'autre, en contrôlant les actions de l'autre, tu vas minimiser tes insécurités. Sauf que ça, c'est pas quelque chose de sain. Ça ne s'appelle pas une relation ou un amour sain. Mais tu as tellement peur de ça que tu vas contrôler. Tu vas être tout le temps en train de maîtriser l'autre, tout ce que vous faites ensemble, etc. Je reprends les exemples. Surveiller le portable, poser des questions insistantes, interroger l'autre sur ses intentions, sur ses sentiments. Et en fait, le problème, c'est que tout ça, ça crée un environnement de pression et de méfiance. Et tout ce que tu vas y gagner, c'est qu'il y a sûrement 8 chances sur 10 que l'autre fuit. Tu vas finalement agrandir ta peur de l'abandon et c'est sûrement ce qui va se passer. Bien sûr, n'oublie pas d'avoir de la bienveillance envers toi. Tout ça, ça vient d'une profonde insécurité et d'une peur de l'abandon. Mais au lieu de résoudre la situation, tu aggraves le problème. Et tu donnes de l'énergie aux dynamiques malsaines. Donc là, tu vois, je t'ai donné quelques exemples des erreurs les plus fréquentes souvent qui arrivent. Et toutes ces erreurs, elles renforcent les comportements de dépendance affective et peuvent rendre ta guérison beaucoup plus compliquée. Donc c'est important aussi que tu prennes conscience de tout ça pour pouvoir commencer à amorcer ton processus de transformation. Vraiment, comprends bien que pour sortir de la dépendance affective, il est vraiment nécessaire que tu te concentres sur ta guérison intérieure. Poser des limites saines, accepter ta propre valeur, te détacher des attentes de l'autre,
apprendre à gérer tes émotions, à les comprendre, à les accueillir, t'observer dans des situations répétitives. Tout ce que je viens de te dire là, c'est la première étape pour commencer à guérir tout ça. J'aurais pas pu faire plus clair. Il y avait longtemps que j'avais pas fait un podcast aussi long, mais je pense que celui-ci méritait toute mon attention, très clairement. Donc, petit point de rappel, les prises de conscience, c'est vraiment la base. On observe les comportements automatiques, les schémas, les déclencheurs émotionnels. On prend conscience des répétitions, des croyances limitantes qui nous poussent aussi à réagir comme ça. On accepte et on reconnaît aussi nos émotions, on les valide, on leur laisse de la place, même si elles ne sont pas agréables. Elles sont légitimes. On regarde aussi comment nos émotions impactent nos relations. On regarde aussi à quel point nos besoins sont importants. On les identifie. On fait la différence entre les besoins et les envies. On apprend à poser nos limites. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, si demain, quelqu'un rentre dans ta vie ou tu es avec quelqu'un qui, quand tu poses une limite, te dit « je me casse », alors c'est un cadeau. Je suis désolée, mais toute personne qui ne respecte pas tes limites ou qui n'est pas capable de les comprendre, bien sûr, quand elles sont rationnelles, on est bien d'accord, il y a un problème dans l'équation. Clairement. Si la personne est clairement heureuse ou heureux avec toi, non, mais elle n'en dit pas une personne heureuse. Si la personne est heureuse avec toi et que c'est juste, par exemple, je sais pas, moi, ta limite, ça va être, je sais pas, je ne supporte pas qu'on me crie dessus. Alors attention, ça peut arriver que ton partenaire te crie dessus. Comme j'ai dit, on n'est pas parfait, ce sont des choses qui arrivent. Mais si la personne te dit « Oui, écoute, je suis comme ça, moi je suis pas d'accord, je me casse, etc. » Très bien, casse-toi. Si t'es pas capable de comprendre ça, de peut-être faire des efforts parce que c'est même meilleur pour toi d'apprendre à gérer aussi tes émotions, ta colère, etc. On a peut-être rien à faire ensemble en fait. Très clairement. Donc plutôt que d'avoir peur de ce vide, et tu te dis, la personne m'abandonne parce que je ne suis pas assez, parce que si, parce que là, non. Si elle s'en va dans ces cas-là, elle te fait un cadeau. Elle n'est pas faite pour toi. Point barre. Et on a parlé du coup aussi des erreurs à éviter et de tout ce côté-là. Donc, j'ai fait le petit récap. Je pense que c'est clair. On parle même aussi de faire attention à ses peurs en relation, c'est important de distinguer tout ça. Et puis, je pense qu'on a clôturé le chapitre des 3 épisodes de la belle manière, avec 42 minutes de podcast juste pour ce sujet, ce qui nous fera au final pratiquement plus d'1 heure et demie, juste sur le sujet de la dépendance affective. Donc j'espère que ces 3 épisodes t'auront été utiles. Et j'ai envie de te préciser que si tu es prêt ou prête à aller plus loin et à découvrir mes outils concrets pour sortir de la dépendance affective et enfin retrouver ton autonomie et ton équilibre émotionnel, mon programme Libre d'aimer te guidera étape par étape vers une transformation profonde. Dans ce programme, tu vas apprendre à déconstruire tes schémas, à cultiver une relation saine avec toi-même, à te détacher des cycles de dépendance. T'es pas seul en fait dans ce cheminement. Il y a tout un process qui va pouvoir t'aider, etc. Et je serai là pour vous accompagner sur chaque étape. Alors, comme je dis, je serai là, je suis pas là en direct, mais je suis présente et il y a aussi tout un tas de choses à découvrir sur la formation. Pour ça, j'ai juste envie de te dire, ne te laisse pas, ou ne t'empêche pas en tout cas, ne laisse pas la dépendance affective t'empêcher de vivre une relation épanouie et saine. Prends dès aujourd'hui la décision pour toi de changer et offre-toi la possibilité de vivre enfin des relations plus équilibrées et joyeuses en étant pleinement toi-même. Parce que tous ici présents ont mérite d'être heureux en amour. Donc si ce programme te parle, il est temps pour toi de le rejoindre. Tu peux rejoindre le programme Libre d'aimer. Juste, tu as à cliquer, à mettre dans Google powerfulreborn.com en petit, tout attaché, et tu retrouveras toutes les informations sur mon programme Libre d'aimer. Et sur ce, je te dis à plus tard pour un nouvel épisode. Salut!